1864, au Japon, lors d'un conflit entre la ville de Shimonoseki et les puissances occidentales. Alors que l'Europe et les États-Unis se disputent le contrôle des points de commerce en Extrême-Orient, l'archipel nippon voit sa sécurité menacée. Les navires marchands britanniques, américains, français, espagnols ou néerlandais tentent d'y importer ou d'y exporter des produits industriels, ce qui déséquilibre l'économie locale. Certains seigneurs y voient aussi un danger politique, car la vente de marchandises étrangères encourage la pénétration de pratiques culturelles aux antipodes des valeurs traditionnelles du pays. Entre ruine financière et progression du christianisme, l'ouverture du Japon au commerce international pose donc un défi de taille à son aristocratie. En plus, si vous avez suivi notre épisode sur les guerres de l'opium, vous savez ce qu'il en coûte de fermer la porte aux navires occidentaux. Les grandes familles japonaises ont vu, de leurs yeux vus, l'empire du milieu se faire mettre à genoux sous la pression des grandes puissances. La Chine, autrefois si riche et si glorieuse, s'est effondrée en quelques années et beaucoup de Japonais craignent de subir le même sort. Alors, en 1864, soit 4 ans seulement après le sac de Pékin par les troupes franco-britanniques, l'attaque de navires de guerre occidentaux contre la ville de Shimonoseki fait l'effet d'un signal d'alarme. Bienvenue dans ce hors-série sur le Japon à l'époque de Napoléon III, une époque qui va changer le destin de l'archipel pour toujours. Si vous partez en vacances cet été, vous allez sûrement vous connecter à des Wi-Fi publics, c'est-à-dire des véritables nids à virus, et vous allez relâcher votre vigilance pour profiter du soleil. Selon une étude de cybermalveillance.gouv.fr, il y a 20 à 30% de signalements d'arnaque en plus pendant la période estivale. Faux mails de confirmation de réservation d'hôtel, messages imitant les services postaux pour la livraison de colis, et à chaque fois, des vacanciers qui se laissent prendre par ces communications frauduleuses. Une étude du cabinet Forbes montre que 60% des internautes n'ont aucune protection lorsqu'ils se connectent à des Wi-Fi publics, ce qui attire forcément l'intérêt des pirates informatiques. Alors c'est simple, partez en vacances avec NordVPN, qui, en plus d'anonymiser votre navigation comme n'importe quel VPN, vous propose aussi une protection anti-menace. Cette fonctionnalité supplémentaire reste active même si le VPN est déconnecté et veille sur votre activité en arrière-plan 24h/24. Les sites web malveillants seront bloqués, les téléchargements dangereux seront supprimés, les escroqueries comme le phishing ou le rançonnement seront constamment surveillées. En plus, NordVPN et sa protection anti-menace sont disponibles sur 10 appareils différents en simultané, de quoi protéger toute la famille avec un seul abonnement. Utile quand on sait que les personnes âgées sont les premières victimes de la fraude. Bref, en cliquant sur le lien juste en dessous, profitez d'une réduction exceptionnelle sur tous les types d'abonnements NordVPN. Il y a 4 mois d'abonnement offerts sur tout engagement de 2 ans et Anti-Menace Pro est disponible avec les formules Plus et Ultime. De toute façon, c'est sans risque grâce à une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Le lien se trouve juste en dessous, alors bonnes vacances avec NordVPN. Pour comprendre les défis qui se posent à l'aristocratie japonaise dans les années 1860, il est nécessaire de se plonger dans une brève analyse historique, quitte à remonter quelques siècles en arrière. Les événements qui vont suivre ont scellé l'avenir du Japon d'aujourd'hui et le comportement des autorités de l'époque a été influencé par un passé peut-être méconnu, mais absolument déterminant pour notre exposé. Alors faisons un bond renversé dans la chronologie et arrêtons-nous au 7e siècle, quand l'archipel n'était même pas connu des géographes européens. Entre l'an 600 et l'an 700 du calendrier chrétien, l'archipel nippon compte environ 3 à 5 millions d'habitants et sa population ne fait qu'augmenter au fil des ans. Le pays n'est pas encore un pays au sens familier du terme, car les historiens n'y décèlent aucune organisation politique d'envergure avant cette époque. Tout au plus, nous raconte une source chinoise datée du 3e siècle, les îles de l'Est seraient habitées par des barbares aussi stupides que dangereux et ces derniers auraient toujours vécu à l'écart de la civilisation, du moins selon l'auteur. Mais malgré ce dédain à peine caché pour les habitants de l'archipel, c'est bien grâce à la Chine que le Japon entre dans l'histoire. Depuis l'invention de l'agriculture, les marchands chinois ont établi des points de commerce entre l'Asie, la péninsule de Corée et les îles du Pacifique Nord, via lesquels ils écoulent leurs produits artisanaux en échange de matières premières. L'adoption de technologies agraires en provenance du continent aurait par exemple décuplé le nombre d'habitants sur l'archipel, qui serait passé de 300 000 en l'an 0 à au moins 5 millions après l'an 1000. Puis, à force de voir les commerçants traverser le détroit de Corée pour aller s'enrichir, la Chine finit aussi par exporter vers le Japon des pratiques culturelles et religieuses. L'adoption de l'écriture en est le meilleur exemple, puisque c'est à partir de sinogrammes que la langue japonaise s'est peu à peu construite, et cette influence s'est ensuite prolongée dans le politique. Sans que les Chinois ne l'aient souhaité, les Japonais ont fini par les imiter en créant un état concurrent du leur, ce qui ne fut pas sans déplaire à l'Empire du Milieu. À partir du 7e siècle, les grandes familles de l'archipel commencent progressivement à bâtir un pays à part entière, pays que les sources les plus anciennes nomment le Nihon, c'est-à-dire littéralement là où naît le soleil. Comme nous l'avons dit, ce Nihon se construit dans l'ombre de la Chine, dont l'influence se fait ressentir à travers 3 dimensions. Premièrement, la dimension politique, avec l'importation de pratiques institutionnelles et administratives. Deuxièmement, la dimension religieuse, avec l'exemple du bouddhisme. Et enfin, la dimension commerciale, avec l'import de technologies.
Bureaucratie, code de loi écrit, architecture, temple, monastère, tous ces éléments ont été empruntés à la Chine et se sont mélangés aux traditions anciennes du Japon. Par contre, note la recherche historique, cette omniprésence chinoise ne s'est jamais transformée en mise sous tutelle de l'archipel, et c'est même plutôt le contraire qui s'est passé. L'aristocratie japonaise n'aurait pas imité son voisin par volonté de se soumettre à lui, mais plutôt par refus de se subordonner à son système politique et par volonté d'affirmer son indépendance. En même temps, la Chine considère que son empereur est à la tête d'un État-monde et que son souverain est assis sur le toit de l'univers, d'où son surnom de Fils du Ciel. Aucun seigneur ni aucun prophète ne peut se placer à son niveau et tout le monde lui doit respect et obéissance. Si le pays du soleil levant, c'est-à-dire le Japon, était resté passif, l'empereur de Chine aurait fini par le vassaliser et les Japonais auraient alors subi le même sort que le Tibet ou que la Mandchourie. C'est donc pour éviter ce scénario que les Uji, nom donné aux aristocrates nippons, auraient à leur tour nommé leur propre souverain céleste. Celui-ci se fait appeler le Tenno et son existence est une façon de refuser la soumission aux dynasties chinoises. Ainsi, pour l'historien Michel Vier, les raisons derrière l'adoption d'un système étatique proche de celui des Chinois seraient en fait une façon d'échapper à la prise de contrôle de l'archipel par ces mêmes Chinois. Puisque l'Empire du Milieu se considère comme un monde, et que ce monde est soumis à l'autorité d'un Fils du Ciel, eh bien le Japon se dote à son tour d'un souverain céleste et reproduit le même schéma. Le Nihon devient une entité politique à part, tout en développant ses propres singularités qui en font très tôt un pays unique en son genre. Comme en Chine, il existe au Japon une capitale impériale, appelée Kyo, qui se fixe à Kyoto dès la fin du 8e siècle. Comme en Chine, cette cité est remplie de fonctionnaires, dont le nombre oscille entre 5 et 10 000 selon les sources, et qui font respecter la loi à travers tout l'archipel. Cependant, contrairement à ce qui peut être observé sur le continent, le Tenno n'a rien d'un empereur tout-puissant qui régnerait en maître absolu sur ces sujets. Sa fonction est avant tout symbolique, il sert de point de repère à une aristocratie japonaise qui voit en lui un moyen de justifier son pouvoir, puisque le Tenno revêt une dimension légendaire. Gardien des traditions, protecteur de la spiritualité, représentant de l'éternité, le souverain céleste s'entoure de symboles presque divins grâce auxquels les Uji deviennent légitimes à gouverner. Là où les nobles occidentaux ont eu besoin de l'église catholique pour maintenir leurs droits féodaux, les aristocrates nippons ont eu besoin de leur Tenno pour préserver leur autorité. Après sa mise en place au 7e siècle, ce lien entre la noblesse japonaise et le Tenno, que les occidentaux appellent parfois l'empereur du Japon, ne fait que se renforcer au fil du temps. Malgré des années de guerre civile, entrecoupées de périodes de paix et de conflits féodaux, la figure du Tenno n'a jamais disparu alors même que cette dernière ne dispose d'aucun pouvoir réel. Si de vieilles familles ont pu être renversées, et si de nouvelles dynasties ont pu s'imposer à la tête des provinces, aucune d'entre elles n'a jamais remis en cause la symbolique impériale. L'imitation puis la différenciation vis-à-vis du modèle chinois a parfaitement rempli son objectif, protéger l'intégrité du Nihon et servir de point de repère éternel. Reste à savoir bien sûr ce qu'il adviendra du Tenno quand ce ne sera plus la Chine, mais l'Europe qui prendra le contrôle du monde. Pour expliquer comment le Japon s'est réinventé à l'heure de la domination occidentale, il faut avancer quelques siècles dans la chronologie et nous arrêter entre l'an 1100 et l'an 1200, peu avant les premiers contacts avec les Européens. À cette époque, l'aristocratie japonaise est dominée par une classe guerrière qu'on appelle les bushi, et les plus riches d'entre eux forment la classe sociale des daimyo. Ces derniers étaient à l'origine chargés de protéger les Uji, mais ont fini par s'imposer à la tête des gouvernements locaux et forment l'essentiel de l'élite nippone à partir du XIIe siècle. Dans notre imaginaire, les seigneurs japonais sont servis par des samouraïs, mais ce titre est plutôt anachronique pour l'époque et n'apparaîtra que bien plus tard. Tous ces guerriers peuvent aussi se placer au service de la dignité impériale, et dans ce cadre, ils obéissent directement au shogun, c'est-à-dire au chef militaire. Le shogun, personnage clé du Moyen-Âge nippon, est alors nommé par le Tenno en personne pour assurer les fonctions réelles du pouvoir, tandis que le souverain céleste reste en retrait dans sa dimension symbolique. Le premier dirige au nom du second, il réunit les bushi autour de lui, il rassemble les guerriers samouraïs et fait la guerre aux seigneurs récalcitrants, formant ainsi la clé de voûte de l'État nippon. De cette façon, la société du Japon féodal est intrinsèquement liée à la fonction guerrière, et c'est dans cette optique qu'il faut analyser les premiers contacts avec l'Europe. En leur vendant des armes à feu, les Européens posent un premier pied sur l'archipel et s'apprêtent à prendre la place jadis occupée par la Chine. Au XVIe siècle, en effet, l'Occident commence à s'imposer comme le nouvel arbitre du monde et l'Extrême-Orient en subit lentement mais sûrement les conséquences. L'Empire du Milieu est désormais concurrencé par les Portugais, qui amènent au Japon des arquebuses, dont la puissance de feu dépasse de très loin celle de leurs concurrentes venues de Chine. Résultat, en 1600, lors de la célèbre bataille de Sekigahara, pas loin d'un tiers des samouraïs se battent désormais avec des armes à feu de conception occidentale. La plupart sont produites sur place, mais la présence massive de ces arquebuses montre que l'Europe commence à changer la face de l'archipel et que le phénomène ne se limite pas au domaine militaire.
Tout comme les Chinois au début de notre exposé, les Européens exportent leurs idées en même temps que leurs produits, et après les armes à feu, c'est au tour du christianisme de se diffuser dans la société japonaise. La bataille de Sekigahara marque alors un tournant dans l'histoire de l'archipel, car non content de mettre un terme à une guerre civile, elle joue aussi un rôle d'éveil des consciences. Très vite, les shoguns se rendent compte de l'ampleur du phénomène. Vers 1630, on compterait pas moins de 700 000 chrétiens dans le Nihon. Si l'on estime que la population atteint désormais les 15 millions d'habitants, cela ferait déjà un japonais sur 16 converti en même pas 80 ans de présence occidentale. Et comme le système du Tenno dépend de croyances situées aux antipodes du message de l'Église, c'est toute l'architecture du pouvoir qui menace de s'effondrer. En 1635, l'archipel nippon est entré dans ce que les historiens appellent l'époque d'Edo, qui court de 1603 à 1868. Cette période est marquée par une politique d'isolement du pays pour faire face à la montée du christianisme, politique connue sous le nom de Sakoku, qui est actée par les shoguns près d'un siècle après l'arrivée des Portugais. Notons que le terme fait l'objet de nombreux débats historiques, puisque les spécialistes estiment que la fermeture du Nihon aux influences étrangères n'a jamais été complète. Quoi qu'il en soit, au nom de l'isolement, les chrétiens sont obligés d'abjurer leur foi et les missionnaires sont contraints de quitter le Japon. Seule une île au large de Nagasaki tolère la présence de marchands européens. Les révoltes de paysans catholiques ou de protestants sont réprimées, les samouraïs détruisent les églises, abattent les symboles de Jésus, martyrisent les missionnaires. Depuis Edo, la future Tokyo, les shoguns décident d'isoler l'archipel du reste du monde. L'objectif est de protéger le système politique traditionnel et d'éviter le désordre à l'intérieur, car le christianisme est perçu comme une religion incompatible avec le Tenno. Alors immédiatement, l'effet de repli sur soi induit par le Sakoku a pour première conséquence de fédérer les daimyo autour de leur shogun. Puisque l'étranger représente la menace, l'état shogunal devient leur bouclier commun et la période d'Edo est connue pour être une période de paix relative. Malheureusement, la deuxième conséquence est une aggravation du fossé technologique entre le Japon et l'Occident, au moment même où ce dernier fait sa révolution industrielle. Lorsque les Russes posent un pied sur les îles Sakhalines, que les Anglais attaquent la Chine, que les Français et les Américains affichent des ambitions débordantes, l'archipel nippon n'a plus les moyens militaires pour se défendre. Au milieu du 19e siècle, tout est sur le point de basculer. Autour des années 1850, le monde a bien évolué depuis la bataille de Sekigahara qui s'est jouée au Japon 150 ans plus tôt. Jusqu'ici, les Européens disposaient simplement d'une légère avance technologique et tentaient avec plus ou moins de succès de concurrencer les Chinois. Au 19e siècle, en revanche, l'Occident a complètement distancé les autres civilisations et l'échiquier mondial s'est entièrement réinventé. Les Amérindiens ont disparu sous l'effet de la colonisation américaine, le monde musulman est pincé entre les Russes à l'est et les Français à l'ouest, la civilisation indienne est écrasée par les Anglais. L'économie se mondialise sous l'effet des conquêtes européennes et aucune partie du globe n'est épargnée. Alors, à Edo, c'est-à-dire dans le futur Tokyo, les shoguns ne sont pas dupes vis-à-vis de l'évolution du rapport de force. Si l'Empire du Milieu et ses 400 millions d'âmes ont dû céder Hong Kong à l'Angleterre qui en compte pourtant 12 fois moins, il est évident que le Japon et ses désormais 32 millions d'âmes finiront à genoux s'ils refusent de s'ouvrir au commerce international. Mais alors, au-delà du simple désir de conquête, qu'est-ce qui pourrait bien pousser l'Occident à s'intéresser à un archipel situé à des milliers de kilomètres de ses capitales? Les îles nippones sont connues des Chinois pour enfermer des métaux basiques, comme du cuivre ou de l'or, mais il en faudrait bien plus pour motiver les grandes puissances à lancer des expéditions. La France, par exemple, se montre davantage intéressée par des produits à base de soie plutôt que par des minerais. Lorsque Napoléon III apprend que son industrie du vêtement est en crise, à cause d'épidémies affectant les vers à soie, il se tourne immédiatement vers l'étranger pour trouver de nouveaux fournisseurs. Pour cause, en 1855, les élevages de chenilles qui permettent de produire de la matière textile sont atteints de maladies incurables et cette catastrophe provoque la ruine des tisserands lyonnais. C'est tout un pan de l'économie française qui est paralysé par cette pandémie et derrière, ce sont des milliers d'emplois qui sont menacés. Néanmoins, on apprend que certains producteurs élèvent des vers à soie qui semblent immunes aux bactéries. Le problème, c'est qu'il faut aller les chercher aux antipodes de la France, car seul le Japon sait les produire. La distance n'est pas un problème en soi, mais avec cette politique de Sakoku, comme nous l'avons dit, pas facile de convaincre les tisserands nippons de s'ouvrir au commerce. Soit Napoléon III choisit la voie diplomatique, soit il choisit de passer en force à la manière des États-Unis, qui eux n'ont pas hésité à employer les grands moyens 2 ans plus tôt. Une flottille de l'US Navy a clairement menacé le shogun de bombarder ses villes portuaires s'il refusait d'accueillir les marchands américains et a obtenu gain de cause en 1853. Tandis que la France essaie de trouver une solution à une épidémie affectant les vers à soie, les États-Unis d'Amérique cherchent à s'imposer comme une puissance de premier plan dans le Pacifique et provoquent le Japon. Puisque les Anglais sont occupés en Chine et puisque les Espagnols se limitent aux Philippines, le Commodore Perry reçoit l'ordre de poser un pied sur l'archipel avec carte blanche pour défendre les intérêts de Washington.
Ces navires à vapeur s'avancent dans la baie d'Edo, demandent au shogun d'ouvrir ses ports de commerce, menacent de placer le pays sous embargo, puis, devant le refus des autorités, ouvrent le feu. La puissance des canons américains dépassant largement celle des batteries côtières, le shogun est immédiatement contraint d'entamer des négociations avec le Commodore. Ainsi, mis sous pression par ce qu'on appelle la diplomatie de la canonnière, le pays du soleil levant enclenche un processus irréversible qui le conduit à se rouvrir au commerce international. Si seul le comptoir de Nagasaki avait été autorisé à recevoir des négociants européens jusqu'ici, Washington demande et obtient l'ouverture des ports de Shimoda et de Hakodate. Les produits manufacturés en provenance de San Francisco ou de Seattle pénètrent alors le marché nippon, ce qui attise forcément l'appétit des négociants du monde entier. Et comme le craignait le shogun de 1635, les grandes puissances sont tellement en concurrence les unes contre les autres que si l'une d'entre elles obtient des concessions, alors toutes les autres réclament aussi leur part du gâteau. De retour en 1855, cela fait donc 2 ans que le Japon a cédé devant la diplomatie de la canonnière américaine et les tisserands français ont toujours autant besoin de verre à soie. En 1858, Napoléon III prend les devants, puisque sa marine est engagée avec les Britanniques dans la guerre de l'opium contre la Chine, il ordonne à sa flotte de se porter vers le nord-est. L'arrivée des vapeurs tricolores produit immédiatement l'effet souhaité, puisque même si la France affiche des intentions pacifiques, le shogun ne veut pas recommencer les mêmes erreurs. Et puis de toute façon, le Sakoku semble déjà être de l'histoire ancienne, car après les Américains, ce sont les Britanniques, les Russes et les Néerlandais qui sont venus toquer à sa porte, alors pourquoi pas les Français ? Les grandes puissances l'ont forcé à ouvrir d'autres ports au commerce international, et les marchands chrétiens sont maintenant présents à Edo, Kode, Niigata et Yokohama. 5 ans après la visite impromptue du Commodore Perry, l'archipel est inondé de produits en provenance d'Europe et d'Amérique, si bien que céder face aux demandes françaises ne changerait pas grand-chose. Napoléon III obtient donc ce qu'il veut, les tisserands lyonnais installent une succursale à Yokohama et commencent à exporter vers la métropole des œufs de verre à soie. Mais vous l'aurez compris, après l'établissement de rapports commerciaux vient toujours l'ouverture de canaux d'influence culturelle, et la France, arrivée 2e en Chine, ne veut pas manquer la place de champion dans le Nihon. Pour le souverain tricolore, le Japon doit devenir bien plus qu'un fournisseur privilégié, il veut en faire un état client du Second Empire. Dans les années 1860, la France affiche en Extrême-Orient des ambitions impériales et tente de rattraper son retard vis-à-vis des Russes, des Néerlandais et des Anglo-Saxons qui se disputent les parts de marché japonais. Napoléon III fait les yeux doux auprès du shogun, car s'il sait que son pays n'est pas aussi performant dans le secteur marchand que Londres ou Washington, le Second Empire a l'avantage de rayonner sur la scène internationale. Travaux gigantesques en Égypte pour construire le canal de Suez, victoire contre les Russes en Crimée, exploits scientifiques lors des expositions universelles, le prestige tricolore est au plus haut sous le règne du Bonaparte. En 1864, les Français en profitent pour construire une église à Nagasaki, marquant ainsi le retour de la religion chrétienne sur l'archipel. Cette église est un succès symbolique pour le Second Empire, et son chantier est présenté comme une revanche contre les samouraïs qui avaient martyrisé les catholiques 220 ans plus tôt. Par contre, l'inauguration de la basilique par un diplomate de Napoléon III s'accompagne aussi d'un sentiment d'humiliation chez les Japonais. La promotion du catholicisme en Chine vient après tout de provoquer la pire guerre civile de l'histoire de l'Empire du Milieu, et on estime le nombre de victimes à pas moins de 20 millions. La révolte des Taiping laisse le voisin en lambeaux et ne manque pas de susciter les pires craintes pour le Japon. Ironie ou hasard des événements, le chef rebelle chinois, qui s'est autoproclamé frère de Jésus-Christ pour défier l'empereur de Chine, est mort la même année que l'inauguration de l'église à Nagasaki. Alors, si nous revenons à notre infographie de tout à l'heure, nous remarquons le même phénomène que dans la première partie, à ceci près que l'Europe a complètement évincé la Chine depuis les guerres de l'opium. Tout a commencé avec le commerce, via lesquels les Portugais, puis les Néerlandais, puis les Anglo-Saxons, puis les Russes, puis les Français ont profité de leur supériorité technologique pour s'imposer comme des partenaires. Ensuite, l'influence culturelle a commencé à prendre de l'ampleur avec le retour du christianisme sur l'archipel. Les grandes puissances étant en concurrence les unes contre les autres, chacun essaie enfin de vendre sa modernité politique à l'État nippon pour en faire un État client. Bref, dans les 3 dimensions de notre schéma, nous pouvons désormais comprendre à quoi font référence les historiens quand ils parlent d'occidentalisation du Japon. La société nippone est placée sous son influence économique, culturelle et politique, et la question est de savoir si ce phénomène sera subi ou maîtrisé par la classe dominante. Le problème, c'est que les grands féodaux japonais qu'on appelle toujours les daimyo sont traversés par un sentiment d'indignation devant la progression rapide de l'influence étrangère. Le shogun Tokugawa Iemochi, qui n'a que 13 ans, ainsi que son gardien Tokugawa Yoshinobu sont rapidement pris pour cible par les seigneurs de l'archipel qui les accusent de trahison. Signe de l'extraordinaire division que provoque la fin du Sakoku, l'empereur Komei en personne sort de son silence pour appeler au sursaut contre les chrétiens. En 1863, et contrairement à la tradition politique qui veut que le Tenno ne s'occupe pas des affaires courantes, il publie un ordre d'expulsion de tous les étrangers.
Tokugawa Yoshinobu refuse de l'appliquer, mais les provinces du sud désobéissent à leur tour et font tirer sur les navires occidentaux. Nous sommes donc de retour à l'événement décrit en introduction, quand la ville de Shimonoseki déclare la guerre aux dits barbares de l'Occident. Ainsi, sur fond de tensions provoquées par l'ouverture de l'archipel au commerce international, le pays du soleil levant se fracture et plonge vers la guerre civile. Le pouvoir shogunal veut moderniser son état en s'ouvrant à l'influence occidentale, de façon à éviter que le Japon ne subisse le même sort que la Chine, mais une partie de l'aristocratie lui désobéit. Certains daimyo y voient aussi un danger pour l'équilibre des forces dans le Nihon, puisque le shogun sortirait sans aucun doute renforcé de cette ouverture à l'Occident. Les Européens pourraient lui livrer des armes, sans parler d'une menace de centralisation sur le modèle français qui signifierait la fin des privilèges aristocratiques. En somme, le rejet de l'Occident se mêle à des conflits de nature féodale et le Tenno sort de son silence éternel pour défendre le système traditionnel. Au cri de Sono Joy, c'est-à-dire révérer l'empereur et chasser les barbares, il appelle tous ses sujets à rejeter l'occidentalisation. Celle-ci serait selon lui incompatible avec la société nippone et saperait les fondations de l'identité japonaise. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de protéger vos smartphones et vos ordinateurs avec NordVPN pour partir en vacances l'esprit tranquille. Que ce soit dans les aéroports ou dans les gares, ou encore chez des particuliers, les Wi-Fi publics et les connexions privées ne sont jamais totalement sécurisés. En cliquant sur le lien juste en dessous, profitez d'une offre à prix réduit et faites-en profiter toute votre famille, puisqu'un seul abonnement permet de protéger jusqu'à 10 appareils en simultané. Quant à nous, nous serons bientôt de retour dans le Japon de la guerre de Boshin. Napoléon III s'apprête à y envoyer une mission militaire qui aura des conséquences majeures sur le destin du pays, alors à très vite sur Bataille de France.